comme quand on est diplomate, on ne peut pas gêner ceux qui sont en responsabilité. On s'efface. On s'efface, on peut conseiller à distance. Si, je m'en souviens encore du temps de Lutundula, il pouvait m'appeler, on pouvait discuter. Christophe? Oui. Bon, voilà, quelques petits conseils, parce qu'il s'agit de la République. Mais parce que vous avez passé une dizaine d'années dans le rouage des affaires étrangères. La diplomatie congolaise. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Je suis arrivé en RDC en 2008. J'ai commencé avec le ministre Mochibanda à la coopération internationale et régionale. Et dès là, nous sommes partis aux affaires étrangères avec la coopération intégrée là-dedans. Et puis, après, j'ai travaillé un peu pendant une petite période comme administrateur à l'OGFREM, tout en restant avocat et secrétaire général du parti ULDC. Et juste après, je suis rentré au gouvernement comme ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. En gros, je suis ce qu'on appelle un haut diplomate. C'est-à-dire que je ne fais que la diplomatie à la fois économique, politique et de la gestion de conflits. Donc, je n'ai fait que ça, de 2008 jusqu'à 2021, si on peut dire ça ainsi. Je n'ai fait que ça. Pourtant, on dit que vous avez laissé le pays en autarcie, que le Congo, enfin, à l'arrivée du président Tshisekedi, il y avait un slogan qui retentissait de partout. Congo is back, le Congo est de retour, parce que l'on disait qu'on était absent dans le concert des nations. Vous savez, c'est pas pour ça que vous êtes là, mais parce que on en profite. On va parler de votre ouvrage tout à l'heure. Tout à fait. Je vais faire un commentaire là-dessus. Ce que je sais de l'histoire des peuples, de l'histoire politique, c'est que toute la vie a des séquences. Il y a une séquence, on peut l'apprécier comme on veut. Il y a celle qui suit, ainsi de suite. Voilà. Donc, je sais où était le pays à cette époque-là, où il est aujourd'hui. Où est-il? Il appartient à ceux qui regardent pour pouvoir faire le commentaire. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus parce que je ne vais pas gêner. Est-ce que pour l'ensemble de nos retombes dans le Colo, je pense que le président de Bonayesu, la réunion de Toda Moussika, tout ça, la réunion de l'uniforme, Toda Moussika, Toda Moussika, maman, qui a partagé une petite exhortation. J'aimerais qu'avant qu'on nous entende la guerre, notamment, ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. C'est quand même ce que tu n'as pas encore touché, mais dans les spirituels, tu as déjà touché. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
Bienvenue sur notre chaîne, vous aurez à passer un excellent moment de télé. Chez nous, les eaux de la démocratie baissent et laissent la place au marécage pour l'épanouissement des alligators et une poignée de chiens errants à qui on laisse quelques miettes pour couvrir la forfaiture. Mais une question. Pourquoi donc ruiner la République en tarissant le trésor public dans une aventure burlesque dont l'issue est à l'avance connue? C'est une des questions que se pose Pépin Guillaume Manjolo dans les 40 épîtres. Une sorte de livre sacré qu'il adresse à ses contemporains. L'auteur, qui est avocat, essayiste, évidemment en philosophie politique, ancien ministre d'État à la francophonie et à la coopération internationale, porte un regard perçant sur quelques sujets sociaux, sur le mariage, sur le divorce, la jalousie, l'envie, la femme, mais également sur la démocratie subtropicalisée. Un livre enrichissant qui donne envie de lire, qui sera d'ailleurs porté sur le fonds baptismaux ce dimanche. Et en avant-première, on a l'occasion ici d'avoir l'auteur sur notre plateau, Maître Pépin Guillaume Manjolo. Bienvenue chez nous. Merci, M. Kaimé. Comment allez-vous? Ça va, on se porte bien. On est heureux de vous avoir ici chez nous. Merci, c'est le plaisir partagé. Parce que ce n'est pas tous les jours que vous êtes à la télé. Non, je ne sors plus du tout. Je consacre mon temps à pouvoir travailler sur la pensée, sur la construction d'un projet congolais et pour l'avenir, puisque nous n'avons pas hérité des projets congolais depuis 1960 et il me semble nécessaire aujourd'hui de travailler sur ces projets congolais. Nous naviguons à vue depuis des décennies. On ne se pose pas la question dans quelle direction allons-nous et pourquoi y faire. Le monde évolue, les paradigmes changent, mais malheureusement la RDC est stationnaire. J'ai eu à travailler avec l'éminent et l'immense philosophe Kamana, qui est d'heureuse mémoire. Qui nous a quittés malheureusement pendant la Covid. Nous travaillons sur les projets congolais. Et d'ailleurs, si les gens qui ont lu mon texte « Les répliques assassines », verront qu'il y a une sorte de paragraphe qui m'avait envoyé pour me demander qu'on puisse continuer le travail. Malheureusement, il est parti entre-temps. Et je travaille pour ça pour l'instant. Je suis en train de travailler pour construire, confectionner ces projets congolais nécessaires à l'épanouissement de tous, parce que c'est nécessaire d'avoir au moins une ligne conductrice, une sorte de Bible qui nous guide pour dire voilà ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour pouvoir avancer. Vous essayez de dire que qu'on ne peut pas seulement vivre de la politique. Vous êtes donc un exemple parfait d'un homme politique qui a autre chose, qui n'a pas que la politique comme profession. Mais vous savez, je suis venu en politique, je suis né en politique. Je suis né en politique, je suis né d'un père qui a participé à la table ronde. Parmi les 44 personnes qui ont participé, mon père faisait partie. Et quand je suis né, c'était dans l'unité kassaïenne, mon père était ministre de la justice. Donc, j'étais bercé dans la politique. Mais à côté de ça, mon père avait été enseignant d'abord, avait été fonctionnaire, et il a arrêté la politique, il est retourné à la fonction publique. D'ailleurs, c'était les tout premiers administrateurs du territoire de Luisa. Il m'a toujours appris que dans la vie, il faut avoir un métier. À côté de son métier au fait, de fonctionnaire, c'était quelqu'un qui était un grand éleveur. À sa mort, il a laissé plus ou moins 5000 têtes de vaches. C'est pour dire qu'il y a toujours eu chez nous une activité personnelle et puis les sacerdoces pour l'État. Et vous, la politique, c'est le sacerdoce. À côté, vous êtes avocat, essayiste en philosophie politique, tout à fait. auteur de plusieurs ouvrages. J'enseigne aussi à l'École nationale d'administration, ici à Kinshasa. J'ai quelques disciples ici et là et tout ça. Je suis membre de la Société littéraire genevoise depuis très peu de temps. J'ai été admis là-dedans. La République m'a reconnu à travers la chancellerie des ordres. On m'a donné, je suis maintenant chevalier de l'ordre national du mérite arts, sciences et lettres, parce que bon, c'est dans ce domaine-là que je produis aussi, qui me paraît le plus intéressant. Mais à côté de ça, il faut vivre, parce que chez nous, les livres, ça va difficilement, même si je vends assez bien à l'étranger. Il faut vivre, et j'évite quoi? C'est bon, de mon métier d'avocat. J'élève mes enfants avec ça. Et j'étais avocat avant de devenir ministre. Oui. J'étais avocat avant de devenir conseiller aux affaires étrangères, où j'ai fait la diplomatie active à la fois politique et économique.
pendant des années. Donc, j'ai un peu la maîtrise de ces domaines-là, tout en restant mais porté sur la pensée, la philosophie, les grandes perspectives, les mouvements planétaires, et puis les métiers d'avocat où il faut travailler sur le contrat, surtout sur les droits de contrat. Vous avez été ministre éphémère, on va dire, pendant quelques mois, ministre d'État à l'intégration régionale, coopération internationale, la francophonie, avec Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et depuis lors, on ne vous a plus jamais entendu. On laisse à ceux qui sont actuellement là de prendre l'envol, si on peut appeler ça ainsi, et de travailler, puisqu'on ne peut pas... Comme quand on est diplomate, on ne peut pas gêner ceux qui sont en responsabilité. On s'efface. On s'efface, on peut conseiller à distance. Si, je m'en souviens encore du temps de Lutundula, il pouvait m'appeler, on pouvait discuter. Christophe? Oui. Bon, voilà, quelques petits conseils, parce qu'il s'agit de la République. Mais parce que vous avez passé une dizaine d'années dans le rouage des affaires étrangères, la diplomatie congolaise. Je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Je suis arrivé en RDC en 2008. J'ai commencé avec le ministère Mochibanda à la coopération internationale et régionale. Et dès là, nous sommes partis aux affaires étrangères avec la coopération intégrée là-dedans. Et puis, après, j'ai travaillé un peu pendant une petite période comme administrateur à l'OGFREM, tout en restant avocat et secrétaire général du parti ULDC. Et juste après, je suis rentré au gouvernement comme ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. En gros, je suis ce qu'on appelle un haut diplomate. C'est-à-dire que je ne fais que la diplomatie à la fois économique, politique et de la gestion de conflits. Donc, je n'ai fait que ça, de 2008 jusqu'à 2021, si on peut dire ça ainsi. Je n'ai fait que ça. Pourtant, on dit que vous avez laissé le pays à autarcie, que le Congo, enfin, à l'arrivée du président Tshisekedi, il y avait un slogan qui retentissait de partout. Congo is back, le Congo est de retour, parce que l'on disait qu'on était absent dans le concert des nations. Vous savez, c'est pas pour ça que vous êtes là, mais parce que on en profite. On va parler de votre ouvrage tout à l'heure. Tout à fait. Je vais faire un commentaire là-dessus. Ce que je sais de l'histoire des peuples, de l'histoire politique, c'est que toute la vie a des séquences. Il y a une séquence, on peut l'apprécier comme on veut. Il y a celle qui suit, ainsi de suite. Voilà. Donc, je sais où était le pays à cette époque-là, où il est aujourd'hui. Où est-il? Il appartient à ceux qui regardent pour pouvoir faire le commentaire. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus parce que je ne vais pas gêner. Et vous, j'ai... Vous êtes astreint au devoir des réserves ou c'est une obligation que vous vous donnez vous-même? Non seulement les droits des réserves, il y a la convenance et la bienséance qui m'exigent de ne pas pouvoir dire des choses sur ces plans-là. Je ne veux pas gêner, je vais être bienséant, tout simplement, et je m'arrêterai là parce que ce n'est pas... Les sujets, c'est de parler de mon livre aujourd'hui. Oui. Et je me suis retenu à pouvoir... Je ne parlerai pas de la politique interne parce que je n'ai pas envie de gêner, je n'ai pas envie d'être soupçonné de quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un environnement du soupçon. Et je suis très... Vous avez peur de vous retrouver derrière le barreau ou plutôt en exil? Vous savez, Mandela, Gandhi, tous les grands noms. Ce sont les noms qui sont passés par De Gaulle, le fameux De Gaulle. Première Guerre mondiale, il était arrêté. Les Mitterrand et tout ça. Ça ne veut rien dire au fond. Les problèmes dans la vie humaine, c'est quoi? Tout passe, tout coule, rien ne demeure, comme disait Héraclite. Oui. Mais ce qui demeure, c'est la raison. J'écris pour la postérité. Quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, mes enfants diront un jour qu'il a écrit pour la postérité. On me lira encore et toujours. Sûrement dans 100 ans, dans 200 ans. Mais beaucoup disparaîtront et ne laisseront rien du tout. On peut avoir tous les pouvoirs, toute la fortune. L'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple de Socrate, de Platon. À l'époque de Socrate et Platon, je vous mets au défi, M. Kayembe, de me dire qui étaient les rois de l'époque, qui étaient les plus riches de l'époque. Vous ne me le direz pas. Dans votre tête, vous n'avez retenu que Platon, Socrate, Aristophane, Aristote, Xénophon, tous ces petits mondes-là, Épicure, vous reviennent en tête en permanence. Mais aucun nom des milliardaires, aucun nom des noms puissants. Les geôliers de Socrate, vous ne les connaissez pas. Celui qui a jugé Socrate, vous ne les connaissez pas. Socrate est toujours là. Oui. Parce que là... Je sais ce que je sais que je ne sais rien. Vous l'avez retenu jusqu'à aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc,
C'est ça ma façon de conduire mon existence. Vous êtes toujours FCC? Je ne peux pas ne pas être FCC. Pourquoi je ne serai pas FCC? C'est-à-dire que dans cette République, c'est une question de conviction et de loyauté vis-à-vis d'abord de soi-même, de dignité aussi. Vous savez, on peut, comme je viens de dire tout à l'heure, servir à la République en indiquant aux amis, en disant, là, je pense que c'est un peu risqué. Si vous avez besoin de mon conseil, je vous dirai, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Là, je pense que non, c'est pas comme ça. Mais c'est vous qui avez les manettes, vous faites ce que vous voulez. Mais pas forcément d'être. On ne peut pas avoir comme seule vie la politique. Parce que ne pas être de FCC, c'est dire qu'on ne peut vivre que de la politique. De la politique. Oui, mais c'est ça. Il y a chez Okitondo qui l'a dit. C'est exactement ça. Il dit, mais je suis un politicien de carrière, c'est un carriériste. Oui. Si je ne fais pas de la politique, je ferai quoi d'autre? C'est ça le problème qu'on a dans notre pays. Chez Okitondo, c'était un aîné pour qui j'ai énormément de sympathie. D'ailleurs, quand j'étais aux responsabilités, j'ai voulu voir quasiment tous les anciens ministres des Affaires étrangères et de la coopération. Je l'ai reçu, on a parlé. C'est vraiment un aîné pour qui j'ai du respect, au même titre que les vieux Mokolo, les vieux Hermo Chibanda, tout ça. Bon, mais je dis ceci. J'ai une petite chance d'avoir un métier et de dire que la politique, c'est un sacerdoce. On sert et puis on peut se mettre à côté. On ne peut pas jouer au football, y compris quand on n'a pas les gens pour pouvoir jouer au football. Il faut à un moment donné arrêter parce que qu'est-ce qu'on a à produire? Mais en même temps, il y a des équipes adverses qui sont en face de nous. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent comprendre qu'on ne peut pas servir tout le temps. On doit apprendre à se mettre de côté pour se remettre aussi en cause. On se remet en question. Et le temps que vous avez passé hors jeu vous permet, en effet, de faire une introspection de ce que vous avez fait comme plateforme politique, comme proche, parce que vous avez été quand même au cœur du pouvoir, maître Pépin Guillaume Angelot. Je suis une des plumes les plus critiques de ma famille politique. Je suis une des plumes les plus critiques de ma famille politique. Je vous recommande par exemple de lire mon livre « L'homme et la structure », qui est sorti en 2014 normalement, qui a été préfacé par les professeurs Balanda, à l'époque. Et à l'époque, je suis en responsabilité avec les vieux Hermo Chibanda. C'était une controverse, mais j'épinglais des choses, notamment après les élections de 2011, qui n'étaient pas normales, quoi. Je disais, ça, à terme, ça va donner ça. Ça a effectivement donné, mon analyse était précise, et les conséquences de cette analyse, c'est 2018, 2019 et 2020. C'était écrit, parce que j'y ai réfléchi, parce que j'ai quantifié la nocivité de ce qu'on faisait, certaines personnes faisaient, et leurs conséquences. J'avais quantifié ça. Les statistiques de la misère cachée par des gens qui espéraient pouvoir la cacher ad vitam aeternam, j'ai quantifié tout ça. Et je savais que ça allait pondre de cette situation un peu baroque. Je le savais. Et par conséquent, je me dis, au moins j'aurais prévenu. Mais je n'ai jamais critiqué jusqu'à aujourd'hui la famille qui est actuellement aux responsabilités quand elle était dans l'opposition, parce que la critique comme telle, je ne sais pas ce qu'il fallait que je dise. Ma critique est portée sur les projets. Je n'ai pas vu un texte qui m'a été opposé pour la gestion du pays au sens du projet congolais. Par l'UDPS. Par l'UDPS. Même dans ma famille politique, il n'y en avait pas des traits massifs, structurés, construits philosophiquement et tout ça. Non. Tous les professeurs qu'il y avait autour de l'ancien président. Je pense qu'on doit sortir un peu de cette idée des professeurs. On doit un peu sortir de là pour revenir à la raison. Ces savants, enfin, ces experts. L'expertise, il faut la porter dans un programme pour un pays comme le nôtre sur 5 ans, sur 10 ans, sur 50 ans. Un peu comme le programme qu'on a eu avec Mao dans son petit livre rouge sur 50 ans. Entre 1949 et 2000, on a vu les résultats. C'est ça l'expertise. Ce n'est pas d'être compétent pour faire les droits constitutionnels, être compétent pour faire tel... C'est pas ça l'expertise. Les grands projets qui ont modifié la face du monde sont les projets philosophiques. La philosophie structure. Quand on parle de lumière, on parle du pouvoir partagé et tout ça. Voilà. Quand on parle des Hobbes, on parle du Léviathan, de comment est-ce qu'on doit rendre le pouvoir au peuple à un moment donné. Et Locke reprend ça, explique comment il faut faire. Les Américains sautent sur les livres de Locke, gouvernement civil 2, et font leur indépendance et tout ça. On parle de ça.
Et tout ce monde-là a enseigné et personne ne porte le titre « je suis professeur ». Ils ont produit quelque chose pour leur société. C'est de ça qu'il faut parler. Vous n'entendez pas les professeurs Dr John Locke, non, c'est John Locke, point barre. John Locke a produit ces textes, Gouvernement civil 1 et 2, qui est à la base de l'indépendance des États-Unis. Où il est dit dans ces textes, Bill of Rights, nous, peuple américain, nous sommes libres, la liberté la plus absolue, et ne pouvons la céder que par la volonté de Dieu à travers notre peuple. Tout ça vient d'un texte que Jefferson reprend et met dans... C'est comme ça que ça fonctionne. Dites-moi, quel est ce projet d'un professeur, des éminents professeurs dont vous parlez, des savants ou des experts, qui aujourd'hui tracent le processus de l'épanouissement de la RDC? Il est où ces projets-là? Je ne serai pas en train de travailler avec Kamana. Il est où ces projets-là? Nous sommes la centralité. Nous avons été la première victime du génocide léopoldien. Nous étions à plus ou moins 25 millions d'habitants en 1885. En 1906, nous n'étions qu'à 12 millions et demi avec les mains coupées. À côté de nous, il y avait la Namibie qui avait subi la même chose avec les Allemands. Et qui en parle? Quel est ce professeur qui a mis ça en perspective, qui a intégré ça dans l'histoire? Il porte ça comme étant un élément qu'on doit porter sur notre cœur. Il n'y en a pas un seul jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il y a des historiens, des éminents historiens supposés. Premier élément. Deuxième élément. La guerre mondiale 39-45 a été interrompue, stoppée, après Pearl Harbor avec les bombes qui ont frappé Hiroshima, Nagasaki, l'uranium de la RDC. Est-ce qu'on a enseigné ça? On n'a pas enseigné ça. Troisième élément, qui est un peu plus tôt, c'est celui du génocide léopoldien. Pourquoi il y a un génocide léopoldien? Parce qu'il y a une sorte de mutation internationale, il y a la révolution industrielle avec les caoutchoucs, on doit habiller les jantes pour que les véhicules nouvellement établis comme étant l'outil de locomotion puissent rouler sur les caoutchoucs. Les caoutchoucs indonésiens n'étaient pas suffisamment costauds pour pouvoir répondre aux besoins. C'est les caoutchoucs congolais qui répondent à l'exigence industrielle. Et ça nous a causé, non seulement il y a cette centralité par rapport au caoutchouc, mais il y a la centralité par rapport au génocide. Dans mon premier livre, Ma Nation, mon ancien professeur à Saint-Louis, qui était le préfacier, m'a dit « Oui, mais les génocides ne datent que enfin, les termes génocide, juridiquement, ne datent que de Nuremberg. » J'ai dit « D'accord. » Mais il s'avère simplement qu'entre-temps, le Parlement français a reconnu qu'il y avait eu un génocide sur les Arméniens en 1914, de la part des Ottomans, de la Turquie. En vertu de quoi cette jurisprudence du Parlement français ne peut pas s'appliquer à la RDC. Les Allemands ont reconnu qu'il y a eu génocide sur les Hottentots au niveau de la Namibie, en vertu de quoi la RDC ne pouvait pas faire reconnaître ces génocides-là. Voilà. Donc, cette autre centralité. Aujourd'hui, M. Kayembe, nous sommes dans la transition énergétique. Nous sommes les réceptacles, les possesseurs du cobalt nécessaire pour cette transition. Est-ce que nous en parlons? Oui, certes, pas suffisamment. Est-ce que nous avons construit une réflexion philosophique et politique pour les grandes perspectives, pour peser sur l'évolution du monde, notamment avec cette transition énergétique? Pas du tout. Nous surfons sur des choses, nous accompagnons les autres, mais nous-mêmes, nous n'avons rien créé structurellement. Ouais. Donc, les exemples sont légion. Aujourd'hui, on a cette histoire du BRICS. Il y a une sorte de déplacement du paradigme. L'écart monte, c'est-à-dire que sur la planète, nous sommes à plus ou moins 8 milliards aujourd'hui. Il s'avère que depuis presque 800 ans, il y a 700 millions de personnes, 800 millions de personnes qui gèrent tout le monde, avec les règles établies entre 45 et 49, Bretton Woods par la suite et tout ça, pour pouvoir peser, dominer le monde. Depuis quasiment 800 ans. Depuis la controverse de Valladolid, quand on a estimé que les Noirs n'avaient pas d'âme, pour pouvoir consacrer l'esclavage. Qui en parle? Aujourd'hui, il y a des pays qui portent ça comme étant des outils de réflexion, des outils de dignité, des outils de politique et tout ça.
Mais c'est autour de ça qu'on doit d'abord discuter. Pas qui a pris le pouvoir pour faire quoi. Non, c'est pas ça. Nous, on est dans tout sauf l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est ça la construction de notre civilisation. Les civilisations naissent, grandissent et meurent. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous déjà nés? Et j'ai terminé par vous dire, est-ce qu'on sait que nous sommes les inventeurs de mathématiques? Le Congo. Les Congo. Avec Ishango, il y a 20 000 ans, nous avions inventé les mathématiques. J'ai croisé quelqu'un d'extraordinaire qui est devenu un ami aujourd'hui, qui s'appelle Pascal Adjamagbo, qui est d'origine togolaise, qui a enseigné à l'université Paris 7. Et ce monsieur a exploité la demande qui lui a été faite par Obenga. Heureusement, bon, enfin, que je salue parce que je suis en travail aussi avec Obenga ici en face à Brazzaville. Obenga lui avait demandé à Pascal d'aller voir un peu les osselets d'Ishango pour évaluer. Pascal est parti évaluer les osselets d'Ishango. Il dit, le niveau mathématique qui est sur ces osselets est juste extraordinaire. La RDC n'y a pas encore touché. Il y a 20 000 ans, on faisait les mathématiques. Vous imaginez? Tout ça sont des outils d'identité nationale qu'on aurait pu mettre en exergue pour construire cette force. Pourquoi on ne les fait pas construire évidemment cette pensée philosophique et politique congolaise, Maître Manjolo? Parce que les professeurs dont vous parlez, leur métier ne serait pas de s'appeler docteur-professeur, déjà c'est aberrant. C'est de produire des outils, des sociétés, des outils philosophiques, des outils sociologiques pour mettre en perspective, construire une nation. Leur métier, ce serait celui-là et pas un autre. Pas de se prévaloir des titres qui eux-mêmes sont en train de remettre en cause aujourd'hui dans toutes les universités qui sont les leurs. Et depuis que vous construisez cette pensée, avez-vous l'impression, êtes-vous soutenu, êtes-vous audible? Avez-vous l'impression qu'on vous écoute, que votre discours n'est pas en déphasage avec ce que nous voulons? Vous savez, même si j'y crois un peu moins par rapport à l'évolution de l'histoire, remettons un peu en perspective l'histoire de Jésus, de son temps. Oui. Disons, il y a 2000 ans. Un pauvre monsieur qui baragouinait avec 12 malheureux autour de lui, 12 misérables. Il aurait suivi personne. Mais plus tard, tout le monde est devenu disciple de Jésus. Voyez-vous, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Le monde fonctionne avec les précurseurs qui laissent, ils ne travaillent pas pour eux. Il y a un texte extraordinaire d'Épicure. En fait, c'est une discussion entre Épicure et ses disciples. Il y a un disciple qui pose la question en disant, mais Épicure, comment ça se fait que vous écrivez mieux que Platon, mais tout le monde va chez Platon? Platon avait plus de moyens. Platon, c'était un noble et tout ça, avec plus de moyens. Et Platon récupérait tout de chez Socrate. Épicure dit que moi, je travaille sur la vérité. Je construis la raison pour le futur. Ce que j'ai fait, peu importe la période, ça ne va pas se démoder. L'histoire de Platon, c'est pour courtiser les tyrans, pour courtiser les hommes du pouvoir et les hommes d'argent. Moi, je ne suis pas un courtisan. Il appelait Platon et ses disciples les Dionysiokolakès, les courtisans des tyrans. Et lorsque meurt Épicure, on trouve dans son jardin plus ou moins 300 livres qu'il n'avait jamais publiés. Et c'était une mine d'or pour la Grèce antique et pour la Rome antique qui a suivi par la suite, qui a récupéré tout ça. Pour construire la pensée de la Rome antique, on s'est basé sur les travaux d'Épicure et d'Aristote. D'ailleurs, Aristote, pour parler de lui. Aristote est une sorte de capitaine, numéro 2 derrière Platon. Mais Platon fonctionnait un peu comme fonctionne en RDC, c'est-à-dire que quand Platon doit partir, après avoir créé les lycées avec Aristote, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les lycées, il lègue les lycées à son neveu, au lieu de donner ça à Aristote. Aristote s'en va, il va aider un peu Alexandre le Grand et tout ça, il va en Macédoine, il continue à construire sa philosophie. Mais ce qu'on retient aujourd'hui d'Aristote est énorme. D'ailleurs, les termes aristocratiques viennent de la finesse de l'esprit, du comportement, de l'agir d'Aristote. Aristote. Voilà. Donc c'est tout ça que je dis.
Pendant ce temps-là, tous les milliardaires, ben, vous les connaissez toujours. Mais justement, allez, Voilà. à vous passer du bon temps. Merci, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ici. Alors aujourd'hui, parce qu'il faut rappeler que les 40 épîtres, c'est pas votre premier ouvrage. Vous avez publié Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Vous avez publié Dans le ventre du désespoir, petite philosophique entre amis. L'homme et la structure, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement raisonnable. Mutumbu 99. Celui-là est sorti en 2021 et tout récemment, en 2023, vous avez publié Ma Nation. Vous revenez, voilà, ça c'est tome 2. Aujourd'hui, les 40 épîtres sortis des éditions Grand Lac 2024. Qu'est-ce que, comme je dis à l'entame, vous parlez des rapports sociaux, de la religion, de la pratique politique. Et à un moment donné, vous remettez même en cause la démocratie électorale. Mais parlez-nous d'abord de cet ouvrage. Ensuite, on va entrer dans le fond. Un bref résumé. Oui, il y a un livre qui a été omis, c'est La généalogie de l'intellectuel. C'était un livre à réponse à Freddy Mulumba. Pardon. Freddy Mulumba avait écrit un livre sur la réflexion des intellectuels. Oui. Et que j'avais considéré que son explication des intellectuels ne tenait pas debout. Son livre avait été préfacé par Kamana et j'ai contesté ces livres. Bon. Évidemment, il remet tout le temps en cause l'efficacité des intellectuels congolais tout à fait. Dans la pensée. Mais malheureusement, dans son texte, il encensait les intellectuels, mais pas les vrais intellectuels. Il y avait une confusion chez lui dans la définition de l'intellectuel. Ok. J'ai voulu porter une sorte de stockade pour modifier cette acception qui est fausse chez nous. Et alors, lorsque... On a répondu à un livre par un autre. C'est une très bonne chose. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui veut s'opposer à moi, lit mon livre, mais répond par un autre livre. Et ne fait pas une déclaration à la télé. Ah non, 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 non. Ça ne vaut rien du tout. Oui. Ça ne vaut absolument rien du tout. Quand vous avez des prétentions de pouvoir critiquer un texte comme celui-là, il faut aller le lire entièrement jusqu'au bout, l'évaluer et répondre page après page pour déconstruire, faire un peu du Derrida. C'est ce qu'on attend. Ce que j'ai fait avec les livres de Freddy Mulumba, en lui répondant par la généalogie de l'intellectuel, qui nous a permis de débattre devant Kamana. J'étais encore en responsabilité à l'époque. Donc j'ai consenti à aller débattre avec un frère qui avait réfléchi sur le sujet pour dire qu'effectivement les mots intellectuels étaient galvaudés. Comme on dit, du choc d'idées jaillit la lumière. Oui, si on veut, mais bon, c'est un peu des idées un peu sujets, j'ai du mal avec ces idées un peu bateau, mais bon, en bref, c'est ça. Donc j'ai dit que non, j'étais pas d'accord. Donc sur ce point-là précis, sur ces textes, un intellectuel, c'est lui qui produit l'intelligence qui éclaire la cité. Un intellectuel, ce n'est pas un répétiteur de ce qu'il a reçu à l'école. Est-ce qu'il a mémorisé tout ça? Non, c'est pas ça. Qui n'influence pas non plus les changements de la cité. Ah, mais non, c'est les phares de la cité. C'est les phares d'Alexandrie de la cité. Il vous montre la voie à suivre. Il dit, voilà, là, ça sera comme ça, faites comme ça. Dans 10 ans, ça sera comme ça, dans 20 ans, ça sera comme ça. Et par conséquent, c'est ce qu'on appelle intellectuel. Sinon, s'il est juste professeur d'université, médecin, avocat, c'est un technicien du savoir. Ce n'est pas un intellectuel, parce qu'il ne produit rien. L'intellectuel produit, il anticipe, il prévoit. Il produit, il prévoit, il modifie. Il accepte la critique. Ce n'est pas un faussaire, il accepte la critique et puis il va beaucoup plus loin. Mais un technicien du savoir connaît son métier, il l'applique. Tout ça. Un prof d'université, c'est un technicien du savoir. Il a appris quelque chose qu'il transmet aux autres avec la pédagogie nécessaire pour apprendre les autres. Avec son agrégation, s'il en a une, pour apprendre aux autres. Est-ce qu'on a des intellectuels au Congo? On a eu des intellectuels, on a Mudimbe, qui n'est plus au Congo depuis très longtemps, on a Ngal, on a Ngoma Binda, on a quelques-uns. Ah, le professeur Ngoma qui était ici il n'y a pas longtemps. Oui, ça c'était un intellectuel. Il produit. Vous considérez vous aussi comme étant un intellectuel? En fait, les principes, c'est celui-ci. On ne s'affuble pas personnellement du titre d'intellectuel. Ok. On laisse aux autres dire que vous êtes un intellectuel ou un érudit qui produit pour la société et avec les preuves à l'appui. Vous touchez à un domaine auquel personne n'a touché. Vous n'êtes pas dans la ligne que tout le monde suit. Vous n'êtes pas un mouton au sens nietzschéen. Vous êtes celui qui se met à côté pour dire, voilà, ça ne marche pas, il faut faire comme ça plutôt que comme ça.
C'est ça un intellectuel. Mais est-ce qu'il m'appartient de pouvoir le dire? Non. Le public va répondre. Le public va répondre. Alors, Maître Manjolo, on revient aux 40 épîtres, préfacé par l'excellent Ngoma Binda, le professeur qui était ici, comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps. Oui, Ngoma Binda a eu énormément de plaisir à pouvoir le préfacer. D'ailleurs, quand j'ai fait la première présentation le 13 juillet, il était là. Il a expliqué les contextes. J'avais quelques éminents professeurs, des philosophies notamment. Il y avait un jeune professeur pour lequel j'ai énormément d'affection, Jean-René Mabouilou, qui a fait ses écoles à l'UCC, qui a continué à Louvain. C'est lui d'ailleurs qui m'a mis en contact avec Ngoma Binda, quelqu'un d'excellent. Il y a comme ça une jeune génération des philosophes RDC qui sont en train de se construire autour de ça. Les livres adressent chaque sujet de société, chaque sujet clé de notre société. Ils parlent autant de la politique, où on remet en cause les fondations qui sont les nôtres aujourd'hui, qui ne sont pas des fondations. Parce que les fondations, c'est les racines de l'origine. Ce que j'avais proposé dans ma nation, la révolution conservatrice. Qui sommes-nous? Comment avons-nous piloté notre vie depuis 20 000 ans, puisque nous avons fait chameau? Comment, avant l'arrivée de l'Occident, avons-nous fonctionné? Toutes ces questions, il faut se les poser. Pourquoi ça marchait jusque-là et dès qu'on a touché aux produits extérieurs, ça ne marchait plus? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et ces livres se posent ces questions-là et répondent dans chaque domaine. Domaine de la religion. Nous sommes un peuple à qui on a dit vous n'avez pas d'âme et par conséquent vous devez être soumis à l'esclavage. Ce qui est dit là vient d'où? Vient de Genèse par rapport à Noé et ce qu'on appelle la controverse de Valladolid qui a permis de pouvoir mettre en place l'esclavage. Vous arrivez en France, vous avez les codes noirs. Après les codes noirs, vous avez des Gobineau avec son livre sur l'inégalité des races humaines, où les races sont classées en fonction du blanc et du noir qui est dernier, et qui clôture la marche en disant que ce n'est pas vraiment un humain. Et par conséquent, le christianisme a promu le fait que nous étions des animaux pendant des siècles. C'est une réalité, madame. Je suis catholique, je suis chrétien, j'appartiens à cette institution, mais je ne crois pas en ce qu'elle dit. J'appartiens à cette institution parce que tout simplement, elle m'a ouvert les yeux sur le monde, par l'éducation, par la lecture, par l'écriture. Mais au-delà de ça, tout est mensonge. Ces questions, on doit se les poser. Léo Frobenius, un Allemand, pose ces questions-là au siècle passé sur la RDC. Soyer pose ces questions-là sur la RDC. Et nous ne posons pas ces questions-là. Et vous dites qu'il y a une religiosité effroyable, que le commerce des dieux et de son fils unique Jésus est devenu aussi lucratif que la politique. Mais c'est parce que c'est lucratif. Il y a deux outils aujourd'hui qui font fonctionner les pays pauvres et qui s'appauvrissent encore un peu plus. C'est la religion et la politique. À côté de ça, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que, dites-moi aujourd'hui, on demande à un enfant congolais, un jeune garçon de 12 ans ou de 15 ans, quelle est sa référence? Il vous dira quoi? Il y a trois possibilités. Un artiste musicien, un pasteur ou un politique. Il ne vous citera jamais Moudimbe. Il ne vous citera jamais une réussite dans les affaires de manière normale. D'ailleurs, ces réussites, on devait le voir dans les supermarchés. C'est-à-dire quand vous entrez dans un supermarché, il y a des produits qui appartiennent à tel monsieur, tel autre monsieur. Et l'entreprise congolaise, il n'y en a pas. Tout est piloté par les étrangers qui arrivent ici, qui peuvent le faire à notre place et tout ça, et qui nous le revendent. La religion nous abrutit. C'est un abrutissement total. Ça produit quoi exactement? À part du vent, ça produit quoi? Toutes les rues, il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Ça produit quoi techniquement? Le nouveau ministre veut assainir évidemment dans les domaines. Il faudrait qu'il n'y ait pas d'église sur 500 mètres. Mais les problèmes, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est du placebo. Le problème, c'est dans quel projet ça existe, en fait. Vous remplacez ça par quoi? Puisque les enceintes de la religion sont les cachettes de la misère, ou la fuite vers l'autre côté pour l'espérance. Mais l'espérance, vous donnez ça en faisant quoi? En fermant seulement, quand vous avez fermé après. Vous remplacez par quoi? Quel est le produit de substitution que vous mettez en place? Il n'y en a pas selon vous. C'est quoi exactement? C'est ça la question. Donc, si vous prévoyez faire ce genre de choses, il faut construire déjà un produit de substitution. Même si c'est un ersatz, il faut le construire dès le départ. Mais ça, ce n'est que dans un projet, puisqu'il n'y en a pas. Le Congo n'a pas de projet.
Le Congo, qui est un pays qui doit être un pays chantier pendant 20, 30, 40, 50 ans, n'a pas un projet chantier. Vous remettez en cause même notre fondation à nous. Et là, vous allez loin, vous dites, mais à quoi nous sert cette démocratie électorale subtropicalisée, faite de corruption morale? Vous demandez à quoi ça sert de dépenser autant d'argent pour quelque chose dont le résultat est à l'avance connu? La démocratie, pour qu'elle s'implante dans un pays, Oui. il faut plus ou moins entre 150 et 200 ans pour qu'elle produise ses effets. Le modèle français que nous regardons commence à connaître la vraie démocratie dans les années 80, dans les années 90. Pendant 1000 ans, c'était l'autorité royale, impériale, et on cooptait les gens qui avaient un niveau pour pouvoir accéder et comprendre, rédiger et avancer. Les femmes n'avaient pas droit à ceci, à cela. Il n'y a pas très longtemps encore. Pas droit de faire la politique, pas droit d'avoir un compte en banque. Il n'y a pas longtemps encore. Vous sautez des étapes. Oui. On fait une constitution ultra complexe, avec un niveau les plus bas d'éducation, parmi les plus bas du monde. Vous espérez faire quoi avec ça? La démocratie, c'est la loi de la majorité. Or, il faut évaluer la majorité. Quelle est cette majorité que nous avons en termes de population? Les déshérités, les analphabètes, pour l'essentiel, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Parce que dans les années 60, 70, l'État pourvoyait à tout ça. Parce qu'il y avait encore des caisses où on n'était pas très nombreux. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui vote à Kasumbalesa, à Luisa ou ailleurs, est-ce qu'il sait pourquoi il vote? Oui, il sait pourquoi il vote. On lui a donné un t-shirt. Un t-shirt, oui. Mais est-ce qu'il connaît les conséquences de ces t-shirts et tout ça? Je vous mets au défi, M. Kayeme, de me dire quelle est la loi depuis 2006 qui a transformé votre vie? Vous ne la sortirez pas. Une loi. Donnez-moi une loi depuis l'élection de 2006. Parce qu'aujourd'hui, qui a radicalement changé la vie des Congolais. Elle est laquelle? Zéro. Alors la question, ça sert à quoi? C'est ça la question. Maintenant, la deuxième question. Qui sommes-nous? Comment avons-nous vécu jusqu'à 1885 ou à 1906? Comment avons-nous vécu? Comment ces peuples ont vécu avec des empires, des royaumes et tout ça? Je vous réponds, et ce texte vous répond. Dans tous nos villages, dans tous nos royaumes, l'accès à la responsabilité était lié à une compétence. Les sages étaient ceux qui avaient maîtrisé un domaine de la société. Dans les arts, dans la guerre, dans la pêche, dans l'élevage. Ce sont ceux-là, les forgerons et tout ça, qui arrivaient à un niveau où ils soutenaient le roi. Et ils pouvaient indiquer chaque élément de société en fonction de la saison, de comment ça devait se passer. Et il y avait des juges qui venaient de cette structure-là qui pouvaient trancher les litiges. Quand ce n'était pas possible, on montait jusqu'au roi pour pouvoir trancher les litiges comme dernière instance. Et au-dessus des juges, entre les sages et les juges, il y avait ceux qui devaient décider de nouvelles règles à mettre en place. Frobenius en parle. Soyer en parle, des travaux de 1945 pour Soyer et 49. Frobenius beaucoup plus tôt. Au Kasaï, comment on les appelait? Ces sages-là qui devaient réfléchir sur les règles. Les Chifuita Mounouanfanka. Ok. Enfin, maintenant, l'appellation est utilisée pour désigner, je crois, les parlementaires. Exactement. Mais ça voulait dire quoi? Chifuita Mounouanfanka veut dire quoi? C'est celui qui est assis, qui fume sa pipe en réfléchissant. Quand vous lui posez un problème, il lui faut du temps. Il doit se retirer, aller réfléchir. Quand il vient avec la réponse, il a sous-pesé les climats, tout, la saison, comment ça doit fonctionner, tout ça. Il s'est référé aux anciens pour vérifier, et puis après il vous dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est ça. La sagesse pure. Ces gens n'étaient pas élus. Ils étaient cooptés en fonction de leurs compétences. Aujourd'hui, tout le monde peut être élu. Tout le monde. Oui. Maintenant, la société s'étant affaissée, ceux qui font plus de bruit. Nous sommes dans une société du bruit, de l'insulte, qui fait que au plus tu insultes, au plus tu fais du bruit,
au plus tu es célèbre. Comme l'éducation s'est affaissée, tu as des aficionados du bruit et de l'insulte qui sont là, qui sont pléthores. Et par conséquent, quand tu vas demander suffrage, ils vont te l'apporter parce que tu es un de leurs. Vous n'avez qu'à regarder la compétition entre les groupes musicaux. Oui. Comment ils s'insultent en permanence. C'est la même compétition au niveau des partis politiques. Les insultes, les attaques et tout ça. Pas des débats sur des projets, mais plutôt sur qui a fait quoi, qui mérite quoi. Débattons comment est-ce qu'on va devoir s'imposer sur le marché international, sur notre cobalt, sur 20 ans, 50 ans, 100 ans. Débattons comment est-ce qu'on va devoir gérer notre potentiel hydroélectrique pendant 20, 50 ans, 100 ans. Débattons comment est-ce qu'on doit devoir réveiller l'identité nationale avec les bateaux du Shango et les mains coupées. Débattons comment est-ce qu'on a pu perdre l'argent qui venait du Hiroshima, de Nagasaki par rapport à la bombe nucléaire. Débattons de tout ça et mettons en perspective. Débattons si nous devons être du côté... Comment est-ce qu'on peut faire l'équilibrisme entre les BRICS et les anciennes, qui sont toujours actuelles, puissances mondiales, qui sont les Occidentaux. Débattons de tout ça. Comment est-ce qu'on peut trouver la ligne de crête pour se placer et jongler avec les uns et les autres. Débattons de tout ça. Et parce que la démocratie, il nous faut encore plusieurs années pour y arriver. Qu'est-ce qu'on fait en lieu et place? En attendant, on fait quoi? Chaque peuple doit vivre en fonction de sa religion, de ses coutumes, de son fonctionnement. Les Français vous disent tout le temps, être français, c'est s'assimiler à la France. Être congolais, c'est connaître d'où on vient, qui sommes-nous, quelle est notre perspective. Tant qu'on fonctionne sur un modèle qu'on n'a pas maîtrisé, ben, on ne s'en sortira pas. Regardez bien. Nous avons eu des colonisations et de l'esclavage et tout le reste. Prenez la carte du monde, vous allez voir que tous les pays s'en sortent, sauf l'Afrique. L'Afrique subsaharienne ne s'en sort pas. Tous les pays du monde... L'Afrique australe essaie de faire quelque chose et d'autres, mais... J'y viens. L'Afrique subsaharienne, l'Afrique australe est en train de sombrer parce que depuis que l'apartheid est terminé, ce sont nos frères noirs qui ont pris le pouvoir. Ils sont en train de sombrer. Aujourd'hui, vous avez en Afrique du Sud, vous n'avez pas l'électricité peut-être pendant une semaine. Ça n'a jamais existé avant. Donc la gestion est en fonction des autres, pas en fonction de soi. Le modèle africain n'existe toujours pas. Tous les autres modèles existent, sauf l'africain. L'Afrique copie et copie mal. L'Afrique est incompétente de pouvoir se rappeler que comment elle s'appelle, comment elle a toujours fonctionné pendant les millénaires. Nous sommes la première civilisation de la planète. On ne peut pas nous dire que nous pouvons fonctionner en regard de modèles étrangers. Les Chinois, ça fait 4000 ans qu'ils fonctionnent de la même façon, ils sont là. Les Indiens, pareil. Aujourd'hui, quand vous regardez, je reviens sur cette situation qui est précise. Nous avons une culture d'autrui, la religion d'autrui, la politique d'autrui. Et tout ça, nous ne maîtrisons pas. Et par conséquent, c'est la faillite. L'Amérique latine est occupée par les Occidentaux. L'Amérique du Nord, pareil. L'Australie, pareil. La Russie sont les Occidentaux. Et puis, après, on a les Asiatiques. Tous marchent. Ils ont l'eau, l'électricité et les chaussées. Et la salubrité. Nous, on n'a ni eau, ni électricité, ni salubrité. Ce sont les deux éléments d'hygiène de vie. On n'a même pas. Mais quand vous allez dans nos villages, vous allez constater qu'effectivement, dans chaque village, vous n'avez pas trouvé traîner des sachets, des machins. Les gens ont un minimum par rapport à leurs origines. Tout ça, on a perdu. Voilà ce que nous sommes. Et ce que j'adresse dans ce texte, c'est notamment ça. Oui. Un ouvrage qui donne envie, qui donne vraiment envie de lire. Au-delà de la politique, on a parlé religion. Vous portez également un regard sur le mariage, le divorce, la jalousie, l'envie. Vous allez même parler de l'homosexualité. Oui. Qu'est-ce que vous nous dites sur ces thématiques? Oui, mais sur l'amour d'abord. Oui. Qu'est-ce donc l'amour? Ça a été défini par plusieurs auteurs depuis, je dirais, des millénaires. Les gens se mettent en mariage très souvent par intérêt. Et vous allez constater que sur 100 mariages, sur une année, il y a plus ou moins la moitié qui divorce au bout de 2 ans, et ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que c'était un intérêt direct
et ce n'était pas assis sur cette conception de l'androgynie. Dans son texte Les banquiers, Platon explique qu'à l'origine, l'homme était unique. Dans les Talmuds, on dit la même chose, que l'homme était unique. Il n'y avait pas l'homme et la femme. Il y avait un être unique qui a été séparé, à qui on a demandé de pouvoir se retrouver. Donc il devait faire l'effort pour retrouver son autre partie, ce qu'on appelle l'âme sœur. Donc il y a une âme principale qui est sectionnée en deux, qui est divisée, qui est rejetée de part et d'autre, qui est jetée de part et d'autre, et qui doit lutter pour se retrouver. Et c'est très rare qu'on se retrouve. Et quand on se retrouve, c'est ça l'amour véritable. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? C'est la métaphysique de l'amour, cette envie de se continuer à travers les enfants, de la procréation. Et puis, à côté de ça, il y a l'envie d'être dans les conditions les plus favorables sur le plan matériel, et on choisit un partenaire, la femme choisit un partenaire qui a les moyens, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il a les moyens, donc je vais choisir. L'homme va choisir une femme qui a de la beauté pour se prévaloir en société, que j'ai une belle femme et tout ça, mais au fond, il n'y a pas tous ces éléments clés que je viens de définir ici. Donc j'explique ça avec des exemples précis dans ces textes, notamment dans l'épître 30, 36 et tout ça. Il y a plusieurs épîtres qui travaillent là-dessus. Il y a les enfants qui ont l'autorité absolue, à laquelle nous devons nous soumettre parce qu'on a voulu qu'ils soient là, et comment on fonctionne avec les enfants. Tout ça est décrit dans ces textes. Il y a les divorces, j'en ai parlé aussi. Il y a maintenant la nouveauté, qui n'est pas une nouveauté, l'homosexualité, qui est imposée par l'Occident comme étant un modèle de société. Non. L'homme ne doit rester sur la planète qu'en se continuant. Perpétuer l'espèce humaine, comme on dit. Oui, mais il ne peut pas se continuer, ou bien il disparaît. Il ne peut pas se perpétuer en honorant quelque chose qui est de nature pas très conforme à ce que la nature a prévu. J'appelle pas ça une déviance, mais une disposition particulière dans les corps de quelqu'un. On ne devient pas homosexuel parce qu'on les veut. On est homosexuel. Coupé d'envie de l'autre sexe. Ce n'est pas un choix, c'est une disposition génétique. En gros, c'est ça. Bon, il paraît qu'il y a aussi la mode, les gens qui veulent tenter tout ça, mais en gros, c'est ça. Mais cette disposition particulière n'est pas un modèle social. On doit l'accepter tel quel, mais on ne peut pas en faire un modèle social et l'ériger comme modèle social. Non. Ce que la Russie refuse, ce que la plupart des pays refusent, ce que j'estime pour nous... Chez nous ici également, le nouveau ministre de la Justice... Mais on ne doit pas concéder à ça, on doit simplement dire qu'ils ont le droit de vivre leur vie parce que physiologiquement, ils sont constitués ainsi. Mais ce n'est pas un modèle de société. Ça ne doit pas être un modèle de société. C'est simplement une tolérance en disant, puisqu'ils sont comme ça, qu'ils vivent comme ça, ce sont des personnes à part entière, ils apportent ce qu'ils doivent apporter à la société, ils ont ces dispositions particulières physiologiques, qui vivent comme ça, c'est très bien, mais on ne va pas conférer des droits par rapport à ça. Parce que les droits est lié au caractère matrimonial et de la reproduction. Une cellule familiale, c'est un homme et une femme qui produisent des enfants et tout ça, qui... Voilà, mais on peut avoir des gens qui peuvent s'occuper des enfants sans pourtant être leurs parents. Mais ça, il ne faut pas qu'on puisse leur donner la qualité. Donc, appliquer l'institution du mariage sur eux, il me semble que c'est une faute de la part de l'Occident et qui va peut-être mal finir parce que cette histoire a vécu déjà dans l'Antiquité, aussi bien dans la Grèce antique. Il y avait des homosexuels dans la Grèce antique. Ben, ils vivaient ça naturellement. Et puis il y a eu la Rome antique avec les éphèbes et tout ça. Chaque personne avait un jeune garçon à ses côtés, tout ça. Ça a vécu. Et ça a été cassé par l'Église catholique. Toujours chez eux. L'Église a dit, niet, on doit arrêter ça. Aujourd'hui, l'Église a tendance à valider. Ben, c'est ça l'histoire du catholicisme, l'Église catholique qui varie en fonction des périodes et tout ça. Et donc, c'est difficile. Bon. Après avoir établi qu'effectivement l'homme noir n'avait pas d'âme, c'est qui est aberrant. Ben aujourd'hui, ils peuvent dire ce genre de choses. Moi, ce n'est pas un problème. Moi, je vous dis que l'Église, le christianisme m'a permis de m'ouvrir au monde, tout simplement. Mais derrière ça, j'ai une vision claire de... Vous contestez certaines pratiques, certaines orientations de l'Église. Bien sûr. C'est donc un livre riche qui touche à plusieurs secteurs, à plusieurs thématiques que vous adressez aujourd'hui
à vos compatriotes, enfin au monde, à l'humanité. Oui. C'est-à-dire que Oui. les principes des épîtres, c'est pas fait, je ne fais pas une sorte de continuité d'un texte, c'est que je règle problème par problème. Ok. On peut me contester. D'ailleurs, j'ai dit que la contradiction est un signe de haute culture. La contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, la sollicite, l'invite pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Et par conséquent, dans ce texte, je le dis, je l'ai redit. Je peux me tromper. Et par conséquent, j'attends la contradiction. Mais de grâce, contradiction écrite. Moi, j'ai écrit, écrivez. Répondez-moi sur une épître ou deux épîtres, tout ça. Ces mécanismes, tous les anciens ont pu faire ça à une période. Je vous citerai Saint Paul, je vous citerai Épicure. Ah oui, Saint Paul qui a adressé des épîtres aux chrétiens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Sur chaque sujet, sur les mariages, les veuvages, sur le jeûne, sur tout ça. Et puis, bon, l'épître qui m'a beaucoup touché, qui est plutôt appelé Lettre à Ménécée, c'est Épicure, qui adresse à Ménécée sur la mort. Où il lui dit la mort n'est rien, c'est l'absence de toute souffrance. Il lui explique comment il faut philosopher quand on est jeune. La quête de la philosophie, quand on est vieux, adulte, il faut aller se référer aux jeunes pour voir comment le monde évolue. Ce sont des conseils qu'il donne dans cette lettre à Ménécée. Donc j'ai trouvé ça sublime. Mais en discutant avec Ngoma Binda, il m'explique que chez nous aussi ça existait de manière orale. On a envoyé quelqu'un pour présenter un sujet, mais il devait malaxer ce sujet dans des arômes, épicer le sujet pour le faire passer auprès de qui. Oui, le style est bien trouvé, voilà. Donc, belle plume et tout ça. Presque 220 pages. Vous invitez les gens ce week-end, le dimanche prochain, à découvrir, à échanger avec vous autour de ces livres. Donnez-nous comment on fait pour participer à cette rencontre que vous organisez, Maître Manjolo. Malheureusement, c'est très limitatif. Pour l'instant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le livre est disponible chez Money Shop. À Money Shop. Oui. Voilà. C'est là où le livre est disponible. Donc, il faut d'abord accéder au livre. Les gens qui vont venir ces dimanches sont les gens qui sont déjà en possession du livre et qu'on a sélectionnés, qui avaient des préoccupations pour en débattre. Donc, on organise un brunch autour du livre et avec des gens qui sont déjà dans les livres. Parce que ça crée énormément de polémiques, des tensions, des discussions et tout ça. La controverse, je ne dirais pas polémique, c'est trop spécial dans un domaine qui n'est pas le mien. La controverse. La controverse. Nous sommes dans la controverse par rapport à chaque texte, notamment sur l'amour. Les femmes insistent pour que je puisse expliquer mieux c'est quoi l'amour. Et je suis ouvert à pouvoir parler avec toutes ces dames et, qui sont très gentilles, qui veulent participer à cette opération. Je pense que nous serons entre 25 et 30 au grand maximum pour pouvoir discuter de ça. En tout cas, ce sont les gens qui étaient déjà là la fois passée à la rencontre du 13 juillet et qui seront disponibles, qui se sont disponibilisés pour la rencontre de ces dimanches. Évidemment, qui vont payer pour participer à cet échange. Ah oui, bien sûr, c'est un échange qui est conçu autour d'un brunch et autour d'une discussion, une conversation. Donc, ce sont les choses qu'on fait presque jamais chez nous. La conversation autour d'un brunch, on ne fait pas. On tente de pouvoir innover pour permettre à ce qu'on puisse avoir une discussion autre que politique sur la spiritualité intellectuelle. Et des sujets qui nous intéressent. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, le livre, on peut s'en procurer à l'alimentation au supermarché Money Shop. Money Shop, oui. Money Shop, pour l'instant, il n'est que là. Pour l'instant, il n'est que là, mais bon, les gens commandent aussi à distance et tout ça, ils arrivent à recevoir. Mais simplement, pour l'instant, il faut les gens avec une Quand on veut commander, pour l'instant, on passe par. Il y a un contact disponible. Comment? Parce que il y en a évidemment qui sont désireux, qui voudraient bien lire ce bouquin. Il est très intéressant. Je ne suis qu'à la 25e page, mais je suis en train d'accélérer peut-être, parce que je tiens à être là moi aussi. Donc, à la fin de l'émission, je pense que si jamais il y a des appels, je vous donnerai un numéro de téléphone du chargé de distribution qui est disponible pour pouvoir amener les livres ici au Lamé à Kinshasa pour l'instant, pas en dehors de Kinshasa. Alors, vous me contacterez. Si vous voulez bien en avoir, vous me contacterez et je vous mettrai donc en contact avec l'auteur. Et c'est 20 combien? Oh, pas grand-chose, c'est $20. $20.
Pas grand-chose. Bien, vous pouvez en trouver. Pas grand-chose. 20 $. Maître Manjolo, ça a été un plaisir de vous avoir. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit pendant l'échange que vous souhaiteriez ajouter parce qu'on a fini aujourd'hui? Il me reste combien de temps là? Prenez votre temps, mais pas plus de 3 minutes. D'accord. Puisqu'il nous reste moins de 3 minutes, Oui. j'aurais souhaité dire ce que je pense de l'identité congolaise et j'avais ajouté une 41e épître spécifique à l'identité congolaise. J'essaie de remettre un peu en cause notre perception d'identité congolaise, d'où j'ai écrit ce texte spécialement pour proposer une identité congolaise, proposer à la réflexion, une sorte d'hymne à notre identité congolaise. C'est l'épître 41. À la page 212, hein, pour ceux qui ont le livre. Les Congos des Ishango, filles et fils du Congo, inclinons-nous pour honorer les mains coupées de nos aïeux. Terre des commencements et de l'imaginaire, terre des Ishango. À nos souffrances endurées, à nos martyrs orientaux et septentrionaux, nous rendons nos honneurs. Soleil divin, lève-toi les jours et la nuit pour éteindre à jamais les ténèbres sur la terre de nos ancêtres. Congo des commencements, terre sacrée, Congo des Ishango et des mains coupées. Mère patrie léopard rugissant, enivre-nous des puissances pour te protéger. Imbibe-nous de sagesse et des raisons pour renouveler la lutte de notre souveraineté, lutte de notre indépendance, lutte de notre dignité, unité. Par les sangs et par les fers, arme-nous les mains robustes pour forger un Congo conquérant. Aux vaillants filles et fils de la terre sacrée, portons sur nos fronts force et dignité. Ajustons nos vues pour combattre l'adversité. Notre mort est notre tribut, sacrifice à la mère patrie. Élevons nos vaisseaux des guerres sur terre, sur mer, sur nos lacs et rivières. Peuple congolais, réveille ton génie créateur, richesse de sève et de force. Dans la communion nationale, point de larmes, orage de feu, point de pleurs, ouragan d'acier. Congo, architecture des grands styles, Congo, ordre et discipline, Congo des Ishango et des mains coupées. Congo, puissance éternelle. éternelle. Pourquoi vous écrivez Congo avec K au lieu de C? Et parce que les C n'existaient pas. C'est tout ça, ce n'est pas notre identité. Notre alphabet n'a pas de C. Notre alphabet, l'intonation n'a pas de C. On n'a pas la lettre U, on n'a pas de C. On a OU et on a K. D'où la grande difficulté d'ailleurs que j'ai mise dans un texte, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, où quelqu'un dit république, on se moque de lui. Mais il dit parce qu'il n'y a pas de U chez nous. Quand on dit Jésus, parce qu'il n'y a pas de U. C'est-à-dire la phonétique d'origine exclut la lettre U, qui est OU chez nous. La lettre C n'existait pas, c'est S, C n'existait pas. Mais là, c'est en français. Oui. Et le français, enfin... Est-ce que on l'a adopté comme langue de travail, comme langue officielle. Qu'on fasse la part des choses. Oui. Les noms ne se modifient pas. KMB, c'est KMB. On ne va pas mettre KMB avec I tréma. C'est avec Y. Ou mettre KMB avec C. Oui, avec C. Ben voilà, c'est ça en fait. Les Congos, dans les textes de 1885 à Berlin, c'est K. Ce n'est pas C. C'est K, c'est pas C. Donc, ces K-là vient de quoi? Du royaume Congo. Oui, comme dans le Congo central, on est revenu, avant c'était le bas Congo, maintenant on est revenu dans le Congo central. Mais mon cher Jean-Pierre. Avec K, mais central avec C. Bon. Comment voulez-vous avoir un pays qui s'appelle Congo avec C et une province qui s'appelle Congo avec K? Cette incompatibilité ne vous touche même pas. La pensée congolaise. Comment pouvez-vous admettre ce type d'énormité? Congo avec C, Congo avec K, dans le même pays. Nous tirons Congo, du Congo central, du né Congo, du royaume Congo. Et comme par exemple, nous les transformons en C, pour quel besoin? Et nous conservons celui d'origine, pour les peuples du Congo central. Ça pose un problème. Vous reviendrez quand, ici chez nous? Et votre invitation, si je suis encore au pays, c'est un plaisir de vous rencontrer, discuter avec vous, parce qu'on est dans la pureté de l'âme, et dans les échanges d'un niveau assez élevé, et c'est très touchant. Je n'ai pas été à la télévision depuis plus ou moins 3 ans. Oui.
ou un peu plus. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Vous êtes une intelligence. Oui, mais non, le plaisir pour moi, parce que Ouais. c'est pas évident de discuter sans pour autant passer par les invectives. J'arrive plus à regarder la télévision congolaise à cause de ça, parce que dès que vous ouvrez la télévision, ce sont les attaques, les cris, la méchanceté, les invectives, et pourtant tout le monde va à l'église. Oui. Vraiment 80%, 90% même des chrétiens. Et bizarrement, même à l'église, c'est la même chose. Ouais. Les pasteurs passent à la télévision pour s'insulter les uns les autres. Les musiciens font la même chose, les politiques font la même chose. Finalement, c'est une sorte de sport national aujourd'hui. Et moi, ça m'indispose. Donc, je préfère parler des choses de cette nature-là, où je viens avec des propositions pour ma société, que je dépose au pied de mes compatriotes. S'ils sont d'accord avec ça, pourquoi pas. S'ils ne sont pas d'accord, la contradiction est un signe de haute culture. Un homme supérieur la convoque, l'invite, pour avoir sur lui l'idée la plus précise sur ses propres imperfections. Merci, merci à vous. Merci au public pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien avec délectation. Le livre est disponible chez Money Shop à $20. Vous pouvez en avoir. Vous n'avez pas de contact, vous pouvez m'appeler. Notre numéro est affiché. On vous mettra en contact avec l'auteur ou son équipe. On se retrouve ce soir pour notre production sur notre chaîne. Merci pour tout le temps que vous avez pris à nous regarder. Bonsoir.